Salut à tous, c'est Adrien, bienvenue dans ce nouvel épisode du Dunk Hebdo NBA Podcast et pas n'importe quel épisode ce mois-ci. C'est un mois consacré au DH20, au classement des 20 meilleurs joueurs NBA par Dunk Hebdo et par vous, nos chers auditeurs et auditrices. Et donc après avoir parlé des critères de chacun, de notre manière de construire ce classement du DH20, des absents également la semaine dernière, cette semaine, deuxième épisode, on rentre enfin dans le vif du sujet avec le bas de classement évidemment du DH20. Et durant ce mois spécial, on va varier la rotation. Cette semaine, nous sommes 4. Vous le voyez si vous êtes avec nous sur YouTube. Donc, dans l'ordre alphabétique, avec moi tout d'abord, Amine. Comment ça va, Amine? Ça va très bien. On parle du bas et c'est super intéressant. C'est parfois plus intéressant que de parler de tout en haut où c'est plus simple un petit peu de donner les arguments. Donc voilà, très content. Et c'est vrai que c'est le bas de classement, peut-être celui où on peut avoir parfois quelques regrets des joueurs qu'on aurait aimé glisser, qu'on n'a pas pu glisser. Comment ça va, toi, Constant, cette fin de DH20? Ça va très bien, après avoir un peu torché Jamal Murray dans le précédent épisode, je sais pas, on n'a pas la réaction des fans de Denver, mais je pense pas que je serai en odeur de sainteté chez certains. Non, mais cette belle après-midi, là il fait beau, il se passe de belles choses hors NBA, on est vraiment très heureux. Non, mais on est là effectivement, c'est la période où en fait, entre le moment où on enregistre et le moment où on a conclu notre DH20, c'est un peu le range où t'as changé 4 noms au moment où t'enregistres, mais bon. Le DH20 est un classement à un instant précis. Il faut au moins être capable d'expliquer pourquoi à ce moment-là on a choisi ces joueurs. Et le dernier qui est avec nous, c'est peut-être celui qui a le bas de classement de DH20 qui va faire le plus parler, mais qui est intéressant. C'est Gabin. Comment tu vas, Gabin? Je sens que ça va faire parler, ouais. Ça va très bien, même si là, à l'heure où on enregistre, la France vient de se faire éliminer, faut remettre dans le contexte. Mais voilà, on va quand même essayer de sourire et de passer un bon épisode malgré tout ça. Le smile, Ouais, franchement le smile. Hein. Voilà, un peu d'indice temporel sur ces enregistrements de DH20, bien sûr. Mais rentrons dans le vif du sujet. Rappel du classement, d'ailleurs, puisqu'on démarre cette semaine avec la tradition chez Dunk Hebdo qui veut qu'on cite à chaque fois le 21e chaque année. Et ceux qui ont écouté l'épisode 1 sont au courant. Constant l'a cité, celui qui s'est retrouvé donc à la porte du DH20, c'est NBA champion Jamal Murray. Voilà pour le récapitulatif, puisqu'on démarre aujourd'hui, entrons maintenant dans le sujet, dans le classement des 20 meilleurs joueurs NBA et le numéro 20 du DH20 2023. C'est un certain De'Aaron Fox. De'Aaron Fox, donc numéro 20 au global, qui est 16e chez les auditeurs. Et je voulais un peu donner la parole à mes camarades aujourd'hui, mais je suis un peu obligé de commencer par parler d'Aaron Fox. C'est moi qui l'ai le plus haut. Il est 14e chez moi. Alors évidemment, une saison que tout le monde a remarqué chez De'Aaron Fox et qui a été conclue en point d'orgue avec ce fameux trophée de Clutch Player of the Year, le premier trophée qui est parti chez lui. C'est un peu ce qu'on a vu le plus, donc De'Aaron Fox à la tête de ces Kings, qui ont été la meilleure attaque de la saison en termes d'offensive rating, 119.4, donc c'est assez à souligner. Moi, c'est ça que j'ai un peu voulu mettre en avant. Fox qui est aussi un porteur de ballon, un initiateur. Alors, évidemment, la question principale autour de ce profil, c'est est-ce que enfin Fox est en train d'exploser? Est-ce que c'est une saison de surchauffe? Est-ce qu'il ne dépend pas un petit peu de son duo avec Sabonis? Je pense qu'on va pouvoir parler de tout ça. Et justement, Amine, je t'invite à parler un peu de cet ami d'Aaron Fox parce que chez toi, il n'est pas dans le classement. Qu'est-ce que tu as pensé du renard de Sacramento? Bah franchement, je peux pas. Il y a rien de choquant à retrouver d'Aaron Fox dans le DH20. Disons que en plus dans ce dernier tiers, c'est un peu compliqué parce que les joueurs sont très proches. On en a déjà parlé la dernière fois. C'est peut-être un des exercices les plus compliqués de départager un peu des joueurs qui sont très très proches. Moi, ce qui a fait que je l'ai pas eu, je pense que on va encore parler beaucoup des biais aujourd'hui. En tout cas, moi, je vais beaucoup en parler. Et j'ai eu un biais par rapport au fait que je pense que sans Sabonis, il fait pas cette saison, il passe pas ce cap. C'est-à-dire que l'arrivée de Sabonis dans l'équipe, la façon, et pas seulement Sabonis, Mike Brown aussi, dans la façon dont il a coaché son équipe. Et du coup, j'ai eu un peu ce biais aussi, à vouloir, j'ai pensé à De'Aaron Fox et à Sabonis dans mon DH20. Et plutôt que d'en choisir un plutôt qu'un autre, j'en ai pris aucun. Je pense que si ça avait dû en être un, ça aurait dû être De'Aaron Fox. Mais disons que, je trouvais que les écarts étaient plus minces. Moi, j'en ai parlé dans l'épisode précédent. J'ai Jalen Brunson en 20. Fox a sûrement apporté plus par rapport au clutch, par rapport à certaines choses. Ensuite, Jalen Brunson, j'ai envie de dire, peut-être que c'est ma vision aussi de Julius Randle dans l'équipe des Knicks, qui est pour moi un joueur moins intéressant que n'est Sabonis du côté des Kings, qui fait que j'ai favorisé un peu Brunson en tant que véritable leader, alors que je suis pas absolument certain que Fox est le leader aux Kings. Néanmoins, c'est une super saison de joueurs calibre DH20. Voilà.
Oui, tu l'as très bien dit, mais c'est vrai qu'il faut le rappeler, cette fin de classement, on en avait déjà parlé la semaine dernière, c'est un peu le tiers de joueurs qui peut aller de, grosso modo, de 15 à 35. Je vais prendre traité large, mais on a tous beaucoup de joueurs et il y a des biais qui rendront en compte. Alors moi, j'ai Fox un peu plus haut. Je vais en parler parce que justement, moi, j'y accorde de la valeur. J'ai décidé de considérer que c'était lui qui était l'artisan principal, on va dire, de cette belle saison des Kings. Il y a aussi, et c'est aussi un autre biais qu'on va sûrement évoquer quelques fois aujourd'hui, les playoffs, puisqu'on a retrouvé les Kings en playoffs et on a vu des Kings et un De'Aaron Fox de très très haut niveau. Et puis voilà, c'est le leader dans les moments clutch. Il a pris des tirs aussi très très compliqués, hein. J'avais retrouvé la stat, alors je ne l'ai plus remis dans mes notes, mais je sais qu'il a pris, voilà, c'est le 10e joueur de NBA qui a pris les tirs les plus compliqués d'après les play-by-play stats. Donc voilà, et il a été hyper efficace, c'est un bad shot maker. Je sais que tout le monde n'est pas fan de ce type de profil, moi j'aime beaucoup, et je pense que là il a prouvé que, avec un peu, évidemment, il faut les bons outils autour de lui, il faut peut-être bien l'utiliser, mais qui peut être l'initiateur numéro 1 d'une attaque élite en NBA. Et pour moi, ça a une certaine valeur, donc c'est pour ça qu'il était un peu plus haut et qu'il se retrouve un peu à cause de moi, je l'admets, à la 20e place du DH20. Je sais qu'aussi, Constant, toi, tu l'as aussi dans ton DH20, il est 18e. Qu'est-ce que tu ajouterais, toi, au cas d'Aaron Fox? Ouais, alors la problématique, c'est que si je refais le classement, je l'enlèverais peut-être de mon DH20. Mais ça n'enlève pas que De'Aaron Fox, pour moi, Amine parlait du fait que, enfin, se questionner sur le fait que Fox était-il réellement le leader de ces Kings. Pour moi, la série contre les Warriors le montre totalement, avec Sabonis qui est pas si loin de la production de Julius Randle en fait. Hein. Les deux sont vraiment un peu paumés. Je trouve ça intéressant de faire le parallèle entre Brunson et De'Aaron Fox parce qu'ils ont eu tous les deux un All-NBA au poste 4 qui a complètement disparu lors des playoffs. Moi, pourquoi j'ai classé Fox et j'ai pas classé Brunson par exemple? Parce que en termes de compétitivité, Brunson était dans une meilleure équipe que Fox, mais en termes de production, en termes de niveau de jeu, je trouve que les saisons dernières de Fox, même s'il n'y avait pas les résultats sportifs au bout, il était quand même bien meilleur que ce qu'avait Jalen Brunson. Ensuite, cette année, je pense que le DH20, la leçon de ce DH20, c'est d'assumer ses biais. Ce tiers-là, je l'ai appelé le tiers des secondes options. Pour moi, Fox, c'est là une première option, mais qui est en attente de validation et d'un plus gros échantillon pour être considéré au niveau des joueurs 13, 14, 15 qui sont trois arrières jeunes initiateurs. Du coup, je l'ai classé là, mais je le considère bien plus valuable que certaines secondes options dont on va parler, dont on a déjà parlé. Ensuite, tu as parlé, Adrien, du fait que c'était un bad shot maker. Pour moi, il n'y a pas que ça. C'est un très bon finisseur près du cercle. On sous-estime la qualité de finition près du cercle de De'Aaron Fox. Son mid-distance, enfin son short mid, on va dire, a été létal tout au long de la saison. Et au-delà de ça, je pense qu'il faut assumer aussi, pourquoi je l'ai mis dans le classement, il faut assumer le biais que Fox, dans les 4e cartons cette saison, c'était inarrêtable. Alors, il a été élu Clutch Player of the Year quasiment à l'unanimité parce qu'il était monstrueux, mais pourquoi les Kings font une aussi bonne saison? C'est parce qu'il y avait une réussite exceptionnelle, notamment au tir, mais aussi parce que dans les matchs serrés, tu avais très souvent De'Aaron Fox qui était là pour faire gagner ses Kings. Et sur les playoffs, alors il y a eu un peu de blessures, mais face aux Warriors, il a posé énormément de difficultés à ses Warriors, il a été très bon. Donc pourquoi moi je le classe aussi haut? Peut-être à regret, mais pourquoi je l'ai classé aussi au moment où j'ai envoyé mon classement? C'est parce que c'est une première option, qui a eu un échantillon, en tout cas un volume important sur les dernières années, qui est le leader d'une équipe qui a eu l'avantage du terrain. Et en play-off, même s'il y a eu une baisse d'efficacité, il a quand même su montrer une part de leadership. Effectivement. Et puis, je vais faire un parallèle, tu l'as bien dit, avec cette impression des matchs gagnés. C'est vrai qu'il y a un peu cette impression de l'année dernière. Il y avait Demar DeRozan dans le classement, à peu près dans ces eaux-là. Alors, je ne l'ai plus sous les yeux, mais il devait être là, dans cette fin de classement. Voilà, quand tu joues pas mal de matchs serrés et que tu mets les tirs et que tu fais gagner ton équipe, évidemment, ça joue pour toi, mais tu peux redescendre. C'est la première saison en carrière où De'Aaron Fox est plus efficace que la moyenne NBA, son true shooting plus pour les amateurs de stats avancées. Est-ce que c'est ça, toi, Gabin, pour conclure dessus, toi qui l'as pas, qui a fait que, même si en plus tu as dit bien aimé dans l'épisode précédent les initiateurs, tu n'as pas réussi à mettre Fox, en tout cas en haut de ce tiers-là de fin de DH20? C'est un joueur que j'adore, De'Aaron Fox. Malheureusement, il n'y a pas eu de billet pour lui cette année. Il est 23e chez moi et je l'ai pas rentré parce que j'ai beaucoup de doutes sur lui et les Kings. Parce que j'ai l'impression que la bonne saison des Kings vient d'une meilleure construction d'équipe et pas tant que ça d'une montée de niveau de De'Aaron Fox qui est sur les mêmes standards. Il est un peu meilleur qu'il y a 2 ans, par exemple. Un peu meilleur, mais ça vient surtout pour moi de l'arrivée de Sabonis et de la meilleure construction avec Huerter et Murray qui ont permis d'ouvrir le jeu à 3 points.
Et on rappelle que les Kings, en fait, j'ai l'impression qu'on surévalue les performances de Fox, car les Kings ont fini 3e. Mais il faudrait pas s'enflammer sur cette équipe qui a eu beaucoup de chance. Enfin, les stats, on les connaît, c'est 73 matchs minimum par tous les membres du 5 majeur. C'est une équipe qui a réussi à éviter les problèmes de blessures et à garder son équipe complète jusqu'à l'arrivée. Donc j'attends peut-être la validation, une autre saison de De'Aaron Fox. Pour moi, c'est un peu tôt. Et en plus, sur ses qualités individuelles, je suis pas sûr qu'il soit réellement meilleur que les joueurs que j'ai mis au-dessus de lui. Donc voilà, j'attends la confirmation. Mais si les Kings réarrivent dans le top 4, 5 de leur conférence avec un excellent De'Aaron Fox, je vais devoir m'incliner et l'inclure l'année prochaine. C'est bien, tu mets en avant un critère un peu compliqué du DH20, c'est comment pondérer les résultats collectifs et les classements individuels. C'est la grande question à chaque fois qu'on fait des classements individuels dans un sport comme le basketball. Mais vous voyez, voilà, les avis sont un peu partagés. Je rappelle quand même qu'il a été 16e chez les auditeurs, donc De'Aaron Fox, qui a été assez plébiscité. Donc on laisse vous faire votre avis. Évidemment, Constant, tu veux rajouter un dernier truc avant qu'on enchaîne sur le suivant? Juste si je peux permettre, puisque Gabin parlait d'impact collectif et qui disait que la saison des Kings, si elle est aussi bonne, c'est en partie dû parce que l'effectif est meilleur. Mais peut-être aussi que si les saisons des Kings étaient pas bonnes les années passées, c'est parce que l'effectif était pas bon. Mais à côté, tu avais Fox qui avait déjà ce niveau en fait. Donc peut-être que peut-être que c'est nous qui l'avions raté. Voilà, peut-être pas, mais peut-être que l'absence de résultats de collectif a pu le pénaliser les années passées. Et là cette année, comme il y a les résultats plus le niveau de jeu individuel, il se retrouve classé haut dans le DH. C'est vrai que ça peut jouer dans les deux sens. Et puis du coup, voilà, la transition a été aussi offerte par Gabin. Donc voilà, pour 20e De'Aaron Fox et le 19e. Lui, c'est plus cette histoire de fameux de nombre de matchs joués qui a pu jouer pour ou contre lui. C'est un joueur qui était 14e en 2020, 14e en 2021, 16e en 2022, 19e donc en 2023, 19e chez les auditeurs qui l'ont classé exactement à la même place, disons, moyenne de donc, ce DH20. Constant, je vais te lancer sur un certain Paul George, longtemps vu comme l'option 2 idéale. Paul George donc aux Clippers, qui n'a pas forcément joué le nombre de matchs espérés. Tu l'as en toute fin de classement, tu l'as à la 20e place, tu ne l'avais pas l'année dernière. Qu'est-ce qui fait qu'il est sur cet équilibre précaire? Est-ce qu'on est sur une fin de Paul George DH20 ou on en est autour du cas Paul George? Très honnêtement, j'ai longuement hésité entre Paul George et Brandon Ingram pour ma 20e place. Brandon Ingram a longtemps eu ce spot et puis après j'ai redécalé Paul George parce que finalement Ingram a joué moins de matchs que Paul George l'an dernier. Pourquoi je l'avais pas l'an dernier et pourquoi je l'ai cette année? Parce que je trouve que l'an dernier, avec l'absence de Kawhi Leonard, il s'est retrouvé dans une situation de première option qu'il a eu du mal parfois à remplir où son efficacité avait chuté, il avait beaucoup moins de paniers qui étaient assistés parce qu'il était vraiment dans un rôle de première option. Cette année, avec le retour de Kawhi, il redevient un petit peu cette seconde option, il redevient un peu plus efficace au niveau de ses pourcentages et j'ai trouvé que il redevenait le Paul George tel qu'on l'imagine, à savoir une très bonne seconde option, même si pour moi c'est pas la seconde option ultime, ça c'est probablement terminé ce Paul George. Sur le cas Paul George, j'ai pas grand chose à ajouter. Je trouve que, un peu comme Siakam, c'est un peu des joueurs que je mets pas par défaut, parce que il y a un côté péjoratif de dire par défaut, mais je les mets parce que c'est des joueurs qui ont la répétition des saisons et qui sont dans des contextes d'équipes compétitives. Donc, face à des nouveaux, par exemple un joueur comme Haliburton, un joueur comme Brandon Ingram, qui font peut-être des saisons meilleures en termes d'impact individuel, mais qui n'ont pas l'échantillon des saisons passées, je préfère les conserver par rapport aux jeunes loups. Et sinon, sur Paul George, oui, il a fait une bien meilleure saison, même si il y a l'échantillon de matchs. Mais encore une fois, si tu compares à d'autres joueurs de ce classement, finalement, il est à peu près au même nombre de matchs joués. Ou alors Zion, hein, on salue Gaba pour son classement. Mais voilà, oui, pour moi, c'est redevenu une seconde option viable, mais c'est pas la seconde option comme il a pu être par le passé, mais ça reste malgré tout un joueur que je classe dans mon DH20. Il commence vraiment à être pas loin de la porte de sortie, mais cette année, il reste. Justement, Gabin, tu étais prise à partie. Chez toi, Paul George, il a un peu fait le trajet inverse, puisque donc tu ne l'as pas dans ton classement cette année, mais tu l'avais 15e l'année dernière. Qu'est-ce qui, pour toi, t'a fait sortir Paul George du classement du DH20? Alors, ça va faire très bizarre parce que je viens de parler de Zion Williamson, mais Paul George, il est victime en fait de la révision de mes critères. C'est-à-dire que 2 années de suite sans faire les playoffs, ouais, c'est trop compliqué après de le mettre dans le DH20, alors que j'avais expliqué que les derniers tiers, justement, où le niveau est très homogène,
si on n'a pas de playoff dernièrement, c'est trop compliqué d'inclure le joueur. Donc voilà, il est victime de ça parce que je suis sûr qu'en plus, en faisant les playoffs, vu son niveau, il aurait pu y être. Pour moi, si on prend toutes les secondes options et qu'on enlève en fait LeBron, Anthony Davis, Booker, KD, vous jugerez qui est première et deuxième option. Pour moi, c'est le meilleur. Après, dans le reste, malheureusement, il manque cet échantillon de matchs à très haut niveau que j'espère voir l'année prochaine. Enfin, l'équipe au complet pour les Clippers, par pitié. Ah bah, c'est sûr que du côté des Clippers, je pense qu'ils partagent ton souhait. Pas forcément tout le monde, manifestement. Il faudra voir sur YouTube si vous voulez voir des personnes qui partagent pas nécessairement ce souhait. Non, bah, moi je leur souhaite. Hein. Non mais moi très honnêtement je leur souhaite. Hein, mais c'est juste la notion de Clippers en bonne santé quand les joueurs commencent à arriver. Enfin quand ils commencent à être de plus en plus vieux et que par le passé ils étaient déjà blessés, je suis sceptique. Mais je leur souhaite. Hein, vraiment fan des Clippers, une belle saison sans blessure, ça ferait un petit peu de bien. Mais là n'est pas le sujet. Ouais, on va en reparler probablement avec un autre joueur qui a été la problématique du DH20 pour ceux qui ont écouté le premier épisode. Amine, je vais me tourner vers toi pour conclure autour de ce Paul George que tu n'as pas non plus. Je voudrais te poser la question qui était un peu en filigrane en fond de ce que disait Constant et Gamin, parce qu'il y a deux choses sur Paul George. Alors évidemment son niveau à lui, peut-être que d'année en année ça devient plus compliqué, mais il y a aussi le progrès des autres peut-être, parce que tu as du monde qui est rentré dans ton classement. Je vois de ton côté notamment, tu l'as dit, tu as Jalen Brunson qui se glisse par là. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est le progrès des autres qui t'a fait sortir Paul George, ou est-ce que c'est son niveau à lui plutôt? Alors moi, je vais être très précis, je vais raconter un peu ce qui s'est passé. J'ai fait mon DH20 et ensuite j'ai été invité par Guillaume dans une super série dans le Basket Lab qui s'appelle la C-Lab et où j'ai dû travailler encore plus profondément sur Paul George pour le classer. Et lorsque j'ai travaillé plus profondément sur Paul George, il m'est pris un regret de ne l'avoir pas inclus dans le DH20. Maintenant, les choses sont faites. Néanmoins, j'ai essayé de comprendre pourquoi je l'avais pas mis alors dans ces cas-là. Et je pense que plutôt que les progrès des autres, je pense qu'il y a un biais lié au fait qu'il n'ait pas participé aux playoffs, justement. C'est-à-dire qu'on a un peu oublié sa saison. On a l'image de Paul George qui joue pas assez, comme l'a dit Constant. Il a fait une saison où il a joué sa soixantaine de matchs, donc ce n'est pas non plus infamant. Et sur ce qu'il a produit, on est sur un Paul George qui n'est pas le grand Paul George qu'on a pu connaître, ça c'est sûr. Néanmoins, on est sur un Paul George efficace, efficient, qui est très utile, qui est plutôt toujours en fait, il est un peu moins bon dans tout, mais il est toujours bon dans tout, en fait. C'est ça. C'est-à-dire bon défenseur, bon playmaking secondaire, bon shooter. Il y a, on va dire, ça n'a jamais été son fort, mais il va de moins en moins au cercle. C'est peut-être le seul truc où ça commence à être difficile. Néanmoins, petit regret de ne pas avoir inclus Paul George dans mon classement, parce qu'il y a le biais, on ne te voit pas en play-off, et du coup, je l'ai un peu zappé en me disant, bon, qu'est-ce que ça donne Paul George quand c'est vraiment dur? Et c'est ça qui a été difficile pour moi. Vas-y Constant, je t'en prie. Si je peux me permettre, je rejoins totalement ce qu'a dit Amine, parce que Paul George et Stephen Curry ont joué le même nombre de matchs en saison régulière l'an dernier, 56. C'est plus que Kevin Durant, c'est plus que Brandon Ingram, c'est plus que pas mal de joueurs qui sont considérés comme des joueurs très forts. Donc voilà, effectivement, il y a à côté pas de play. Ouais, tu parlais des biais, Amine, on a aussi ce biais-là, peut-être avec des joueurs qu'on a vus souvent blessés, et comme on l'a pas vu en play-off alors qu'on a vu les Clippers, et d'autres joueurs des Clippers, on en reparlera, c'est vrai qu'il y a ce critère-là qui rentre, ça peut devenir un biais, mais voilà. Un astérisque également autour de Paul George, lui, parce qu'on a envie de le revoir en play-off au meilleur niveau, c'est un peu, lui on veut retrouver le Paul George, là où peut-être des Aaron Fox, on voudrait une confirmation, donc voilà, c'est qu'ils s'opposent un petit peu sur l'attente l'année prochaine pour voir s'ils peuvent garder leur place en fin de classement. Mais continuons parce qu'on a encore du moment et je pense qu'on a des choses à dire avec la 18e place. Et justement, on parlait des options 2 intéressantes. Paul George a longtemps représenté cette option 2 rêvée pour la plupart des équipes NBA, en tout cas en ce qui concerne les joueurs du côté de l'aile. Et on voit là une option 2 qui fait beaucoup parler, qui a des fans, des fans plus critiques de son jeu, mais qu'on voit régulièrement en play-off dernièrement. 18e place du DH20 2023. Monsieur Jaylen Brown. Jaylen Brown, Constant, tu es encore de la partie. Je te prends encore à partie autour de Jaylen Brown puisque tu l'as à la 16e place. Tu l'avais 13e en 2022, donc il a un peu régressé. Qu'est-ce qui explique tout ça? Est-ce que justement, une nouvelle fois, décidément, les playoffs pèsent sur le classement de Jaylen Brown?
Alors déjà, il faut pas prendre mon classement de 2022. Il faut arrêter de le citer. Il est nul et non viable, le classement de 2022. Tu prends juste le 2023. Non, moi, il est premier de mon tiers des secondes options. C'est pour vous dire à quel point je valorise Jaylen Brown. Il faut bien en même temps que quelqu'un le valorise parce que c'est pas les fans de Boston qui vont le valoriser. Je sais pas ce qu'il a fait, vraiment aux fans de Boston. J'ai rarement vu une fanbase autant taper sur un joueur qui a été au NBA. Alors, on va nous expliquer. Je pense que dans le DH20 du classement des fans de Boston, il doit être quelque part entre, je sais pas, Jonas Valanciunas et Bojan Bogdanovic. Mais voilà, Jaylen Brown, pourquoi je l'ai mis? Je trouve que ça, on en parlera peut-être quand on évoquera le cas de Jason Tatum, à quel point on est biaisé par une série de playoffs. Alors, les fans de Boston vont nous expliquer que non, ça fait plusieurs années que Jaylen Brown n'est pas bon en playoffs, etc., etc. Moi, je trouve que si, encore une fois, si la campagne de playoff de Boston se termine au match 6 contre Philadelphie, on ne tient absolument pas le même discours sur Jason Tatum et sur Jaylen Brown. La série contre Miami fait mal à Jaylen Brown, elle fait très très mal, notamment le Game 7 où il perd 8 ballons, mais c'était pas le seul de Boston à ne absolument pas être dans le coup sur ce Game 7. Pourquoi je l'ai gardé? Parce que moi je continue de penser que c'est peut-être la meilleure seconde option, mais que le joueur ne l'a pas encore réalisé, en fait. C'est la problématique. C'est que Jaylen Brown se considère, en tout cas dans les choix de tir de Jaylen Brown, avec beaucoup de pull-up, assez peu de création, pas mal de pertes de balles. Ouais, il y a eu le débat sur son dribble, sur sa main gauche, etc. On va pas revenir dessus. Mais je trouve que son utilisation est celle d'un 1B. J'ai plus l'impression, quand je regarde l'utilisation de Boston, de voir un 1A avec Jason Tatum et un 1B avec Jaylen Brown, que de voir un 1 clair défini et un 2 clair défini. Et je pense que si jamais ça arrivera, Jaylen Brown, s'il se met dans la tête que c'est clairement un 2 et c'est pas un 1, je pense que tu as l'un des meilleurs 2 de NBA. Parce que on peut lui taper dessus, l'investissement défensif aussi est en baisse ces dernières années, mais en termes de pull-up, notamment à 3 points sur la série face aux Hawks, il a été très bon. Donc moi, je trouve que ouais, Jaylen Brown, on lui tape dessus parfois à raison, parfois à tort. Je pense que c'est surtout un problème de mentalité et d'acceptation de son rôle, d'être clairement le lieutenant de Jason Tatum. Mais en l'état, pour moi, ça reste l'un des 20 meilleurs joueurs NBA. Et je conclurai juste en disant, on compare certains joueurs, Adrien notamment, tu l'as fait, on compare certains joueurs, genre Jaylen Brown ou Zach LaVine, mais en fait, l'échantillon de Jaylen Brown, en playoff, il y a plus de 100 matchs. C'est du très très haut niveau. En fait, il joue contre les meilleures équipes NBA, ce qui, de tous les joueurs dont on va parler là dans cet épisode, il y en a qu'un qui est comme ça, qui se retrouve face à l'élite de la NBA. Donc effectivement, quand tu joues 105 matchs de playoff dans ta carrière, tes limites et tes limitations sont beaucoup plus visibles et définies que quand tu joues 5 matchs de playoff dans ta carrière. Ah, t'as fait un tour assez complet parce que justement, moi qui l'ai hors de mon classement, t'as à peu près cité un peu toutes les raisons qui font que j'ai pas encore réussi à le mettre. Alors effectivement, bon, il y a la critique des fans de Boston. Je vous en renvoie également sur un autre podcast de cet été, le Dunked Friend avec Azad, qui ne fait pas partie des fans de Boston les plus tendres avec Jaylen Brown, mais ça reste assez intéressant. Et cette critique est toujours là aussi peut-être parce qu'il a été très encensé, peut-être trop encensé à un moment pour certains. On sait toujours la réaction des gens quand il y a une surhype, il y a forcément une réaction un peu épidermique en face. Mais voilà, ça c'est pour le contexte global. Je pense que tu l'as dit aussi, il est victime de sa présence en play-off, malencontreusement par rapport aux autres. C'est-à-dire que voilà, il a beaucoup de matchs en play-off. Et en fait, on a commencé à voir certaines limites, mais des limites qui sont, et c'est ce que j'avais noté, tu vois, réaliser qu'il est une option 2 et pas un B. J'avais également noté ça, parce que, en fait, dans les outils, une fois que Jaylen Brown peut-être aura saisi ce truc-là, ou que son coaching staff réussira à l'utiliser de cette façon-là, il sera plus intéressant parce que, comme tu l'as dit, voilà, l'investissement défensif, shotmaker certes, mais parfois il en fait peut-être un peu trop. Il a un true shooting plus à 100, il est pile dans la moyenne NBA, donc peut-être que parfois il y a comment dire, on peut épurer ses prises de tir. C'est pas un excellent playmaker, donc on a quand même besoin d'avoir du monde autour. Donc là, ça va être une vraie question d'ailleurs, ces nouveaux Celtics. Ça va être très intéressant de voir s'il est capable de compenser un peu tout ça. Et dernier point que j'avais noté, et Amine, tu l'as cité pour Paul George, je trouve qu'en termes de drive, bon, ça va avec son handle. Je sais que c'est une critique aussi qu'on lui fait souvent, mais il ne provoque pas beaucoup de fautes. Il aime beaucoup il prend des tirs difficiles, il met des bad shots, mais aussi parce qu'il aime beaucoup les prendre, les bad shots, plutôt qu'aller s'ouvrir des lay-ups ou des choses comme ça, de prendre son petit mid-range. Donc moi, je l'ai mis là, peut-être parce que justement, c'est une sanction voilà, mentale, de dire
réalise que tu es une option 2, et là, tu seras une option 2 excellente. Et du coup, effectivement, de toute façon, comme on le disait au début, pour moi, il est dans ce tiers-là. Il y a plein d'autres gars. J'ai voulu mettre Zach LaVine en 20 en espèce de wildcard parce que ça me faisait plaisir et parce que je préfère peut-être le skill set de Zach LaVine et parce que j'ai un billet en tant que fan des Bulls. De toute façon, c'est écrit sur la casquette. Mais effectivement, que Jalen Brown soit là, soit la 18e place globale du DH20, ça me choque pas. Il est aussi, il est où chez les auditeurs avec le public 18. Bon, effectivement, il y a rien de choquant. Amine, du coup, toi tu l'as où, Amine, Jalen Brown? Tu l'as en 19. Qu'est-ce qu'on pense? Est-ce qu'on est la modération, Amine? Alors, je l'ai en 19, oui, clairement, la modération. Après, je me situe quand même plus du côté de Constant, parce que je vais dans son sens, justement, je pense, de sa mauvaise utilisation. Je voulais pas en rajouter grand-chose, parce que non seulement je suis assez d'accord avec Constant, et en plus, j'en ai vraiment beaucoup parlé ces derniers temps, parce que tu parlais du Duncan Phrase sur Jalen Brown et Jason Tatum, j'y étais, donc j'ai déjà beaucoup dit mon avis sur Jalen Brown. Je pense néanmoins que si je devais ajouter quelque chose, c'est effectivement prendre conscience qu'il est numéro 2, mais est-ce que aussi il n'est pas fait pour ce fonctionnement qu'il y a chez les Celtics, qui joue sans je parle principalement de sans un initiateur élite en fait dans l'équipe, parce qu'il aurait intérêt à être numéro 2 d'un initiateur élite qui lui empêche en fait de prendre des mauvaises décisions. Alors effectivement, il en prend des mauvaises décisions, Jalen Brown, et moi aussi, peut-être que si j'avais rentré Paul George, ça serait peut-être lui qui serait sorti, parce que peut-être que j'ai un peu négligé son apport défensif, qui a vraiment été pas très fiable cette année, vraiment, on peut clairement le dire, et que à ce niveau-là, il commence à y avoir des doutes, justement, en comparant deux ailiers, un qui est vraiment toué et qui t'apporte peut-être plus, c'est peut-être là où j'aurais changé d'avis, mais néanmoins, je trouve que c'est peut-être que mon choix s'est fait sur un nouveau biais encore, c'est qu'on est tellement dur avec lui et qu'il ne mérite pas à ce point qu'on soit dur avec lui, que pour moi, c'est un joueur qui, en tout cas, est sans difficulté dans le top 25, top 30. Donc, comme ça se joue à peu de choses, il s'est retrouvé là, Jalen Brown, et il l'a pas volé non plus. Voilà. Et pour terminer sur une note positive, Gabin, toi tu l'as assez haut. Je crois que tu l'as en 16. Non. C'est ça, j'ai pas raté mes notes. Non, c'est chez moi qui est 16. Ah, non, c'est je l'ai pas, justement. Gabin, tu ne l'as pas non plus. Tu ne l'as pas. Bah écoutez, on finit pas sur une note positive. Non. Gabin, est-ce que tu veux... Voilà. Est-ce que toi aussi tu l'as sanctionné autour de tout ça? J'ai envie d'un peu tirer sur l'ambulance, je suis vraiment désolé, parce que pour moi, quand j'ai mis un peu mes joueurs, à la fin, il y a un gros top 25 qui s'est dégagé, et selon moi, il est même pas top 25. Il est entre 25 et 30. En fait, on parlait des lieutenants, mais par exemple, j'ai pas mis un Paul George, et pour moi, Paul George est largement meilleur qu'un Jalen Brown, parce que Jalen Brown, c'est un très bon scoreur, c'est un excellent scoreur, mais il apporte trop de défauts à côté de ce qu'il apporte de positif. C'est-à-dire, ok, il va te mettre des points, c'est un très bon scoreur, il peut casser le défenseur en face. Par contre, il a pas de shoot à 3 points fiable. C'est un joueur très inconsistant qui peut passer à côté de match. Il perd des ballons, le handle, on en a déjà parlé. Il a pas une capacité de création énorme. Et en défense, il est pas exceptionnel. Et même pendant les playoffs, je l'ai pas vu tant que ça utiliser on-ball. Donc en fait, je me dis que Jalen Brown, il a une très grande qualité qui fait que il est bon et c'est la seconde option des Celtics, mais le reste est négatif selon moi en fait. Et je peux pas mettre dans le DH20 un joueur qui a autant de problèmes dans son jeu. Donc voilà, je suis désolé vous allez dire que je suis peut-être un hater, mais Jalen Brown, j'ai du mal à le mettre même dans le DH25, s'il devait y en avoir. Et tu jamais jusque-là, on est dans un grand tiers, comme on le disait. De toute façon, Pinaille, on parle du top de l'NBA, mais oui, parole à la défense, constant. Vas-y. Dire que Jalen Brown n'a pas de tir à 3 points, je trouve ça quand même oui, on est d'accord. Assez respectueux, hein, parce que si ok, il est à 33%, mais il faut voir la difficulté des tirs. Il y a beaucoup de pull-up. Hein. Encore une fois, oui, ok. Si dans ce cas-là, si tu dis Seth Curry est l'un des meilleurs shooters en NBA, ah non, parce qu'il y a énormément de catch and shoot. Il faut aussi, oui, les pourcentages, tu vas pas être à 39% à 3 points quand tu prends que des pull-ups. C'est aussi toute la notion de bad shot maker. Après, sur l'aspect défensif, des joueurs dans ce tiers-là, des arrières, qui, hormis Paul George, qui est un cran au-dessus de la moyenne défensif, qui sont des bons défenseurs dans les arrières de ce classement. Il n'y en a pas. Zach LaVine, c'est pas un bon défenseur. Anthony Edwards, c'est pas un bon défenseur. Jamal Murray, c'est pas un bon défenseur non plus. Alors oui, on va me dire le volume est différent, mais depuis la draft de Jalen Brown,
avec quelques-uns de ses coéquipiers des Celtics, personne n'a joué plus de matchs de playoff que Jaylen Brown depuis 2017. Donc, on peut lui taper dessus. Et aussi, ça c'est un point que j'évoquerai lorsqu'on évoquera le cas de Jason Tatum. Si c'est un B, c'est peut-être parce que ton 1, il n'est pas toujours le 1 établi dans les situations qui sont un peu tendues. Vas-y, Amine. Oui, c'est juste, on va croire que je suis pas d'accord avec Constant, que je suis d'accord avec ce qu'il dit. C'est juste pour préciser. Peut-être que là où on est plus dur avec Jaylen Brown sur sa défense, c'est que parmi tous les joueurs que tu as cités justement, c'est peut-être l'un de ceux qui a le plus les outils pour le faire. Et c'est peut-être là où on va chercher. Celui qui en a montré le plus en tout cas. Oui, peut-être. voilà. Et c'est peut-être ce qui rend la vision plus difficile. Mais effectivement, tu as raison. Je suis d'accord avec toi. Oh, j'ai pas raison. Ce n'est que mon avis. Pardon, je me suis mal exprimé. Qu'on a mis parole d'évangile, mais non, c'est mon opinion. En tout cas, je trouve la moindre erreur de Jaylen Brown est analysée, décortiquée, amplifiée x10, là où c'est pas le cas chez certains. Oui, effectivement. Et puis, pour terminer, je pense que le point aussi qui est intéressant, vous l'avez tous dit plus ou moins, c'est que ses qualités sont peut-être pas mises en avant dans ce contexte-là. C'est qu'il est jugé dans ce contexte des Celtics et peut-être qu'il gagnerait à être à côté d'une option 1 plus élite en initiation, comme tu disais, Amine, peut-être plus avec des joueurs qu'on évoquera tout en haut du DH20, mais peut-être plus avec un Luka qu'avec un Tatum pour schématiser. Voilà. Et c'est peut-être aussi ce qui peut jouer contre lui, parce que c'est ce qu'on voit, et aussi peut-être moi ce que je peux sanctionner entre gros guillemets une nouvelle fois dans le DH20 en pinaille, le fait que voilà, une option 2 que tu peux pas plug parfaitement, peu importe l'option 1, ça rajoute peut-être quelques légers défauts, mais effectivement, de toute manière, il est 18e du DH20 2023, donc une très jolie place pour Jaylen Brown qui est voilà, dans l'élite de la NBA, avec une autre option 2 devenue option 2. Et là, ça va être très intéressant, parce qu'on parle d'un joueur pendant longtemps considéré parmi le très grand élite de la NBA qui est absent chez les auditeurs cette année. On parle de monsieur James Harden. James Harden, deuxième option de Joel Embiid, évidemment, mais pas seulement, qui est en tout cas dans le classement à la 17e place cette année. Alors, je vérifie mes notes maintenant parce que du coup, je me mets à douter. Où est-il? Je vois Amine qui l'a en 21. Tu l'as en 21, tu l'avais en 13 en 2022. Amine, je te donne forcément la parole en premier autour des Sixers, de James Harden. Pourquoi cette chute drastique, même s'il est toujours pas si loin? Parce que James Harden est toujours un très très bon joueur de basket, toujours un très bon initiateur, mais que, comme tu l'as dit, la chute, elle est quand même drastique par rapport à ce qu'a été James Harden à un moment donné. Donc peut-être qu'il y a un biais aussi justement par rapport au fait que ça a été tel joueur à une certaine époque et ce qu'il est devenu aujourd'hui. Néanmoins, il n'y a pas que ça comme raison. Alors moi, je l'ai en 21 parce que je l'ai beaucoup vu et qu'il fait quand même une bonne saison. Mais je ne l'ai pas inclus dans mon top 20 pour plusieurs raisons. Une des premières, est-ce que vous savez combien de pourcentage de tirs prend James Harden à 3 points cette saison? Beaucoup trop? 50%. Tu dois être à 50. Il est à 50%. C'est le James Harden qui a le moins été au cercle de toute sa carrière en NBA. Donc déjà, ça, c'est un changement de paradigme, parce que ce qui faisait la grande force de James Harden et qui lui permettait d'être encore meilleur à l'initiation, justement, c'était sa capacité à aller au cercle. D'ailleurs, ça s'est vu en play-off où il arrivait plus ou moins à aller au cercle, mais il finissait pas. C'était quand même assez terrible à voir. L'autre raison, c'est le biais de play-off, le fameux biais de play-off, dans le sens où tout simplement, James Harden peut gagner des matchs à lui tout seul, mais il en perd aussi quasiment à lui tout seul. Donc à un moment donné, l'image de fin qui reste, c'est que James Harden, même si aujourd'hui il est deuxième option et qu'il a bien plutôt, dans les côtés positifs, il a plutôt bien assumé son rôle de deuxième option en se concentrant beaucoup plus sur de l'initiation, en acceptant le rôle derrière Joel Embiid, en faisant des choses bien, mais à côté, il a fait aussi des choses moins bien et peut-être lié à l'âge, peut-être lié à autre chose, mais en tout cas, on est sur un James Harden clairement sur le déclin, ça se voit. C'est encore pour moi, le 21e meilleur joueur NBA, donc ça prouve que c'est quand même un super joueur, mais néanmoins, c'est plus James Harden DH. Voilà. Voilà, après l'analyse globale de James Harden, on va prendre les opposés chez Dunk Hebdo. Je vais commencer par toi, Constant, parce que toi, tu ne l'as pas. Il n'est pas dans ton classement de DH20. Qu'est-ce que tu as sanctionné du coup chez James Harden? En fait, toute la problématique de James Harden, il y a plusieurs choses. Déjà, le premier truc, c'est que effectivement, on juge peut-être James Harden plus sévèrement parce qu'il a été un joueur top 5, top 6, top 7 du DH20 dans ces très très grandes années. Ce qui va être le cas, je pense, quand on va évoquer un autre joueur qui est en fin de carrière et qui commence à vieillir, tout en étant
productif, excusez-moi. L'année dernière, quand on avait fait le DH20, j'avais dit je serais pas surpris si James Harden dans un an il se retrouve plus haut. Il est sorti de mon classement. Donc voilà, encore une fois Tu visionnaire. noteras que j'ai pas cité ton classement de Ouais, 2022. non mais encore une fois visionnaire dans mes analyses, comme toujours. Hein, pour ceux qui ont écouté les previews de playoffs, vous l'aviez déjà remarqué. Au-delà de ça, James Harden, je continue de penser que c'est le meilleur meneur de la conférence Ouest. Dans un an, ce sera Est. peut-être Est, pardon. Oui, excusez-moi. Oui, parce que West, il y a 2-3 joueurs effectivement. Je continue de penser que c'est peut-être le meilleur meneur de la conférence Est. D'ici un an, j'aurais très probablement changé d'avis, je serais passé sur un autre meneur. Tout le truc de James Harden, en fait, c'est à quel point tu juges ses performances en playoff. Et moi, c'est un truc qui me l'a fait baisser parce que, ok, comme pour Jaylen Brown, la deuxième option est défaillante, mais parce qu'il y a des moments où la première option est tellement défaillante du côté de Philly en playoff que James Harden, il fait gagner le game 1 à 8 tout seul pour Philadelphie contre les Sixers. Le game 4, il est en majeure partie responsable de la victoire des Sixers. Mais il y a tellement d'effondrements dans les défaites des Sixers. En fait, c'est année après année, après année, après année. Ça fait des années qu'on parle de l'effondrement de James Harden en playoff. Et pour moi, ça me l'a fait descendre au classement parce que tu peux pas être un joueur aussi fort et répéter année après année autant d'effondrements. Alors, contrairement aux autres années, cette année, il y a 2 matchs vraiment références où il est très bon, ce qui n'était pas le cas l'an dernier, par exemple. Mais sa série contre les Nets, il a un pourcentage près du cercle. C'est l'un des pires pourcentages près du cercle sur un joueur sur une série de playoffs. Amine parlait du fait qu'il n'y avait plus du tout au cercle. Il a remplacé ses drives par des espèces de jumpers à mi-distance où là, pour le coup, c'est pas le James Harden. Tu vois le James Harden qui vieillit. Donc, en termes d'initiation, il est toujours très fort. Mais les échecs en playoff, plus, là, je vais être très honnête, il y a du hors-terrain pour moi qui commence à jouer. Alors, il n'y avait pas le hors-terrain au moment du classement, mais je pense que là, j'aurais pris en compte le hors-terrain. C'est que il y a un truc avec James Harden où on peut reprocher des choses à Daryl Morey, mais quand tu changes autant d'environnement et que tu répètes les mêmes effondrements en playoff, pour moi, c'est pas une question d'environnement, c'est aussi une question du joueur. Bon, cette fois-ci, il me semble que j'ai bien noté, gamin. Tu l'as un peu plus haut, James Harden. Toi, tu l'as en 17 à sa place du DH20. Défends-nous le cas du barbu. Il est haut, il est très haut. Ouais. C'est le premier joueur dans mon tiers des secondes options et fin de première option. Après le top 15-16 qu'on a à peu près tous défini. Pourquoi j'ai mis là? Parce que j'avais dit dans l'épisode d'avant que cette année, la morale que j'ai retenue de la saison, c'était de beaucoup plus valoriser les initiateurs qui sont plus importants par rapport aux finisseurs. Et qui m'a fait me rendre compte de ça? Les Sixers en playoff. Quand Joel Embiid, des fois, je le voyais totalement invisible sur des matchs et où en fait le meilleur joueur c'était James Harden qui prenait toutes les responsabilités. Et c'est ça qui m'a fait comprendre en fait que avoir un initiateur élite c'est tellement plus important. Donc déjà c'est un initiateur élite, on le sait. Et en plus de ça, c'est un scoreur qui reste très bon. Maintenant les défauts, vous les avez cités, on les connaît. Il est très inconsistant et il va plus au cercle. Maintenant il fait ces espèces de drive and kick tout le temps, ce qui fait qu'il devient un peu prévisible. Malgré ça, en fait, ce qu'il apporte en initiation, et notamment en playoff, ça me paraît trop important. Et l'équipe, en fait, l'attaque de l'équipe tourne quasiment sur lui. C'est-à-dire que là, s'il part vraiment des Sixers et qu'il le remplace pas par un initiateur élite, parce que le Tyrese Maxey, on peut pas lui demander la même chose, j'ai très peur pour les Sixers. Parce que déjà, là, ça va en demi de conf. Je ne pense même... ça me paraît encore plus compliqué sans lui. Tellement il l'apporte à cette attaque. Maintenant, il a des défauts, et puis oui, sa défense, on n'en a pas parlé, mais c'est insignifiant. Mais James Harden, en fait, pour ce qu'il apporte à l'attaque, pour ce qu'il complète, en fait, avec Joel Embiid, ça vaut ma 17e place. Écoute, Constant, enfin les deux là, je vois que tout le monde veut lever reprendre la parole. Mais je vais la prendre un petit peu aussi sur James Harden parce que c'est un cas intéressant. De toute façon, je pense qu'on va pouvoir en discuter un petit peu aujourd'hui. C'est un cas très intéressant. Il cristallise pas mal de choses sur la fin de classement, sur les changements de génération. Et justement, ce que vous avez souligné, moi, qui m'intéresse, c'est ce changement de rôle en fait de James Harden qui effectivement perd certaines qualités. Alors, est-ce que c'est vraiment volontaire sur le drive? J'ai l'impression qu'aussi qu'en termes de premier pas, il fait moins la différence. Du coup, derrière, il arrive moins à jouer avec les règles comme il faisait à une époque, donc avoir moins de lancers francs, mais qui réalise tout ça. Et c'est sa première saison depuis bien longtemps avec un coéquipier qui a plus d'usage que lui, enfin en tout cas qui termine plus les actions, hein, ce Joel Embiid qu'on va retrouver plus haut dans le classement, bien entendu. Mais il est quand même toujours là, il s'est quand même très bien adapté. On est sur un joueur tout de même élite, toujours à la passe, il est capable de trouver de très belles choses. Et voilà, avec ce changement de rôle, il y a un peu un changement de volume. Il a du mal à trouver la constance, bien sûr. Donc c'est pour ça que pour moi, il est encore là.
À voir où il va se retrouver, tu l'as bien dit, Constant. C'est vrai que le hors-terrain est embêtant. On ne sait pas encore dans quel contexte on va le retrouver. Est-ce que vraiment Harden a envie de retrouver un système Harden? Est-ce qu'en 2023, on peut encore faire un système Harden? Je ne suis pas sûr. Par contre, si justement on a besoin, et on en parlait un peu plus tôt avec Jaylen Brown, d'initiation élite, c'est quand même très pratique d'avoir James Harden dans son effectif. Donc voilà pour mon petit résumé à moi. Donc écoutez, Constant, je te redonne la parole vu qu'on t'a entendu, puis Amine derrière. Je vais juste dire deux choses. Le James Harden, il y a le free throw rate. Alors écoutez mon accent suave. C'est le ratio pour un tir tenté, combien de lancers tu as. Donc par exemple, si tu tentes 20 tirs par match et que tu as 10 lancers, ton free throw rate est à 0.05. Donc pour un tir, tu as 0.5 lancés. Le free throw rate de James Harden cette année, c'est son deuxième pire en carrière. Il n'y a que sa saison rookie à OKC où il fait moins bien. Donc, déjà, il n'attire plus les lancers comme c'était le cas. Et un deuxième point que je voulais souligner, c'est que pour le hors-terrain, pour James Harden, ce qu'il veut, c'est pas retrouver un système James Harden, c'est aller du côté des Clippers. Alors peut-être que ce sera fait au moment où cet épisode sort, mais si jamais il venait à être transféré du côté des Clippers, ça devient la troisième option. Ou alors la deuxième, et avec Paul George, ça va se batailler. Donc, pour son DH20, ça le favorise encore moins s'il se retrouve avec un échantillon encore plus bas et qu'il devient vraiment juste un playmaker et qu'il a plus trop ce rôle à la création. Voilà, c'est tout ce que j'ai ajouté sur Harden. Moi, je voulais juste, c'est marrant parce que le free throw rate, j'allais en parler justement, et je voulais le mettre en relation avec une autre stat juste pour l'anecdote, c'est qu'il a tourné, mine de rien, il a pris 50% de ses tirs à 3 points, et il a eu son meilleur pourcentage depuis sa dernière saison à OKC à 3 points. C'est assez étrange, mais en tout cas, il a bien shooté cette année, James Harden. Et moi, ce que je voulais dire aussi, c'est que je prenais quand même moins en compte le hors-terrain. J'essaye en tout cas, parce que c'est difficile, parce qu'on a ce biais qui vient naturellement en fait, parce qu'on apprend les informations et compagnie. J'essaie au moins au maximum, dans le sens où tellement c'est tellement difficile de savoir ce qui se passe vraiment autour de tout ça, que j'ai pas envie d'essayer de tout déchiffrer alors que je suis trop loin, que je suis pas là-bas et que je n'ai aucune information. Donc j'ai pas envie de désigner un grand méchant. J'ai une petite idée sur ce qui s'est passé. J'ai pas envie non plus totalement de taper sur James Harden si c'est vraiment ce qui s'est passé. Néanmoins, c'est vrai que forcément ça joue dans le sens où c'est la répétition des équipes que tu as envie de quitter à chaque fois à la fin de saison. Ça, c'est quelque chose qui doit jouer de manière inconsciente. Moi, je pense que, en fait, finalement, on est tous un peu d'accord. C'est que James Harden, il est dans le fond du classement ou pas loin du fond du classement. Donc c'est une position où on le place tous plus ou moins. C'est juste que ça se joue à quelques petits détails, le fait qu'on l'incorpore ou qu'on l'incorpore pas. Donc finalement, j'ai l'impression qu'on n'a pas beaucoup de désaccords finalement sur James Harden. Oui, le profil, mais plutôt d'accord. Et juste pour terminer cette histoire de free throw rate, parce que moi aussi, du coup, je suis allé voir parce que ça m'intriguait. Quand on l'ajuste à la moyenne de la ligue, et c'est là que ça devient rigolo, c'est que cette année, donc en free throw rate plus, donc il est à 161, donc plus que 61% de la ligue. Donc c'est toujours quelqu'un qui va chercher beaucoup de lancers. Mais l'année dernière, il était à 262. Donc en fait, c'est la chute drastique par rapport au James Harden qu'on connaît qui donne cette impression qu'il peut-être joue contre lui. Mais c'est quelque chose d'assez intéressant parce que c'est un sujet d'aller chercher les fautes du drive qu'on retrouve quand même pas mal chez ces deuxièmes options, entre guillemets, en tout cas chez les joueurs qu'on vient d'évoquer. Moins chez Fox, pour le coup, qui est un meilleur joueur pour aller près du cercle. Mais voilà pour cette parenthèse du profil Harden. Mais tu l'as dit, Amine, on est tous un peu d'accord sur quel joueur il est maintenant. La question, c'est quel sera son contexte et comment il s'en sortira l'année prochaine et est-ce que ça jouera à nouveau sur son classement. Mais bon, 17e cette année, 17e meilleur joueur NBA, monsieur James Harden. Et là, on va franchir un cap, puisque pour ceux qui ont suivi l'épisode précédent, mais même pour tout le monde, je vais récapituler. On a un système donc de vote chez Dunk Hebdo pour le DH20 où chaque membre de notre belle équipe vote et également vous, auditeurs, vous votez. Et ensuite, on fait une espèce de pondération pour avoir un système de points sur chaque joueur. Et tous les joueurs qu'on vient de citer, donc, et on pourrait même citer Jamal Murray d'ailleurs en 21 dans cette liste-là, donc Jamal Murray, De'Aaron Fox, Paul George, Jaylen Brown, James Harden, sont dans un tir assez proche en termes de points. Et là, pour le dernier joueur du jour, on passe un cap, ce qui donne un joueur qui fait un peu plus l'unanimité dans le classement du DH20, qui est un peu plus cité, qui est absent d'un seul classement. Et c'est le classement, il me semble d'ailleurs, des auditeurs, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça. Il n'est pas là chez les auditeurs, mais il fait l'unanimité chez Dunk Hebdo. Et il se retrouve donc à la 16e place.
Et on parlait des secondes options. Celle-ci est très intéressante puisqu'on va parler d'un intérieur. On parle de monsieur Bam Adebayo, donc 16e du DH20 2023, totalement absent du classement des auditeurs. Donc on veut bien votre avis, hein. N'hésitez pas d'ailleurs, les commentaires YouTube, tout ça, ça y en est des youtubeurs, sur Twitter également. Et chez nous, il est très bien placé notamment chez Amine. On vient de t'entendre, Amine, je te redonne une nouvelle fois la parole, puisque tu l'as 14, Bam Adebayo, qui nous avait fait peur, on va dire ça comme ça, en début de saison. Peut-être que chez certains qui l'aimaient beaucoup, je sais que c'est ton cas, c'est le cas de Ben également, qu'on salue, et qu'il a plutôt également, il l'a 15e. Voilà, en début de saison, il générait quelques frustrations, et finalement, on a retrouvé un très bon Bam Adebayo jusqu'au bout des playoffs NBA. Amine, est-ce que c'est tout ça, cette rédemption qui fait que tu confirmes la place de Bam Adebayo pour toi? Ça y est, il est clairement dans le DH20. Pour toi, il est tout en haut du tiers des secondes options. Ouais, voilà. Moi, effectivement, je l'ai très haut, je l'ai 14e. Je pense que je suis celui qui l'est le plus haut de toute l'équipe. Ce que j'ai valorisé pour le mettre aussi haut, et notamment, sans spoiler, devant des premières options très fortes de certaines équipes, alors que Bam Adebayo est une deuxième option, c'est que pour moi, Bam Adebayo, en plus d'être un bon joueur offensif, en fait, il est tellement fort d'un point de vue défensif, dans sa qualité d'ancrage défensif, dans son QI, dans ce qu'il apporte, c'est qu'en fait, ça vaut une première option offensive ce qu'il apporte en défense. C'est mon avis, c'est encore une fois un biais. Je pense que je l'ai dit à chacune de mes interventions, j'en suis désolé. Mais néanmoins, je pense qu'à ce niveau de ce que tu apportes en défense, sachant que d'un point de vue offensif, tu n'es pas un peintre non plus, tu as tes limitations, mais tu apportes, que ce soit au scoring, que ce soit dans du playmaking secondaire, tu apportes quelque chose et tu es un pion essentiel de l'attaque de ton équipe. Et être à ce point aussi fort et aussi polyvalent, parce que ce que j'aime beaucoup mettre en avant, ce sont les intérieurs polyvalents aujourd'hui, c'est les vrais joueurs NBA 2023 qui sont capables de porter une équipe d'un point de vue défensif. Ce sont ces joueurs capables effectivement de faire un peu de tout en défense et capables d'apporter de différentes manières. Bam Adebayo est ce joueur-là. J'en vois peut-être un seul au-dessus de lui dans ce même registre, que je ne vais pas spoiler non plus, mais néanmoins, c'est un joueur qui est à un niveau tel que j'ai pu le classer devant des premières options d'équipe. Et je pense qu'il faut vraiment être très très fort, c'est dire à quel point j'évalue de façon élevée sa défense pour pouvoir passer au-dessus de certains joueurs. Voilà. Donc Amine qui évalue la défense très très haut. Gabin, est-ce que du coup, puisque toi tu l'as le plus bas chez nous, puisque j'exclus les auditeurs qui ne peuvent pas s'exprimer dans ce podcast malheureusement, actuellement toi tu l'as 19e du classement, mais tu l'as tout de même, évidemment. Est-ce que du coup toi tu as sanctionné justement peut-être ces limites offensives de l'autre côté du terrain? J'ai pas l'impression de l'avoir sanctionné 19e, c'est déjà très bien. En fait, quand tu as un expert Évidemment. défensif, mais c'est un véritable joueur défensif, de toute façon pour être DH20, il faut l'être. Un des plus polyvalents, complets, qui peut switcher sur tous les postes, athlétique, enfin on connaît ses qualités. En fait, moi je donne plus de crédit à l'attaque que véritablement la défense. C'est pour moi, tu as un plafond de verre en tant qu'expert défensif si de l'autre côté tu n'es pas excellent. Et je pense que Bam Adebayo, c'est un joueur qui pourra jamais dépasser ce top 15 DH20 malgré toutes les qualités qu'on lui reconnaît. Maintenant, en attaque, voilà, c'est pas un peintre. Il a mis 20 points dans chaque match des finales NBA minimum. Donc c'est quand même bien. Il a la capacité de poser des écrans. C'est un bon finisseur. Il a un bon mid-range. C'est pour ça que je l'ai mis. S'il savait faire que de la défense, ça aurait pas été intéressant. Maintenant, je suis très content de ma 19e place. Il faut faire beaucoup plus pour aller chercher au-dessus. Et les joueurs, Amine t'a dit, les premières options offensives, pour moi, ont beaucoup plus de valeur qu'une première option défensive. C'est ça que je pondérais. Bon, cette fois-ci, Constant, tu es un peu plus la voix de la modération, puisque tu es entre les deux. Tu l'as à la 17e place, bon, je l'ai à la 16e place. On l'a un peu tous dans ces eaux-là, de toute façon, une nouvelle fois, dans ce tir-là. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on en parle dans cet épisode. Est-ce que, quelque chose à ajouter sur ce rôle? Pourquoi tu l'as valorisé en tant qu'option 2? En fait, je suis en partie d'accord avec les arguments d'Amine et je suis en partie d'accord avec les arguments de Gabin. La modération. Ouais, tout à fait, la modération, le milieu, vraiment le modem. Je trouve que, en fait, je comprends ce que dit Amine sur le côté défensif. Parce que si on regarde mon DH20, c'est le seul, avec potentiellement un autre joueur dont on parlera qui a un peu le même profil défensif, qui n'est pas un premier porteur de balle. Donc, c'est que l'aspect défensif, il est élite et que Bam Adebayo, je le considère comme l'un des 2-3 meilleurs défenseurs à l'intérieur, de par
le côté protection de cercle, mais surtout de par la polyvalence et le fait qu'il est capable de jouer loin du panier, qu'il est capable de switcher sur pas mal d'extérieurs sans jamais être réellement mis en difficulté. Il y a un billet, alors encore une fois, c'est vraiment le thème de cet épisode, mais on peut me dire, oui, Bam Adebayo, si la saison du Heat se termine à cause de Cameron Payne face aux Bulls lors du match du play-in, peut-être qu'il n'est pas dans le DH20. Et c'est même quasi sûr qu'il est dans aucun DH20. À la différence près que, contrairement à Jason Tatum ou contrairement à Jaylen Brown, c'est pas une série de playoffs qui arrive ensuite, c'est une campagne de playoffs intégrale, avec des Game 7, avec une finale NBA. Voilà, donc je trouve que l'échantillon de Bam Adebayo est quand même un peu plus grand. Donc je valorise vraiment cet aspect défensif. Et en attaque, c'est quand même loin d'être une tanche. Il est capable de faire de bonnes choses. C'est pas Rudy Gobert, globalement. On est sur un joueur qui est polyvalent en attaque, qui a une bonne capacité de lecture, qui a une bonne capacité de playmaking pour un pivot. Donc voilà, je trouve qu'en attaque, il apporte vraiment de belles choses. Là où, selon moi, il a atteint son plafond de verre, et je me vois difficilement le mettre, allez, peut-être une place au-dessus. Il pourrait être premier de mon tier 2, mais je le vois pas changer de tier dans les années à venir. C'est que, et c'est pour ça qu'il est 27e chez les auditeurs, c'est parce que c'est pas un porteur de balle, c'est pas un initiateur offensif. Et là, ça rejoint un peu ce qu'a dit Gabin. Dans mon classement, je préfère valoriser ce type de profil-là. Par exemple, pour moi, il rejoindra jamais le tiers des 3 initiateurs qui sont aux 3 places juste au-dessus de moi. Pour moi, il y a vraiment un écart de tiers littéralement entre ces joueurs-là. Donc oui, effectivement, c'est l'un des meilleurs pivots en termes de polyvalence défensive. En attaque, peut-être si jamais il commence à avoir le volume que peut avoir, bon, on va le citer, Anthony Davis, peut-être qu'il peut gravir ses échelons, mais il y a quand même un vrai écart entre la domination en attaque d'un joueur comme AD et la domination en attaque que peut avoir Bam Adebayo, mais il est bien trop fort défensivement, il est bien trop polyvalent pour être laissé sur le carreau. Tu m'embêtes, tu as cette fâcheuse tendance à citer à peu près tout ce que j'allais dire, mais effectivement, c'est intéressant et on le voit du coup dans les points et le fait qu'il soit dans nos classements. Voilà, il y a un plafond de verre, c'est ça, il y a un plafond fin de DH20 pour une seconde option qui est un intérieur sans avoir une capacité de domination offensive. D'ailleurs, c'est peut-être ce qu'on pouvait lui reprocher par moment, ce qui est souvent reproché à Bam Adebayo. Il aime bien prendre son petit tir dans le floater range de temps en temps, ou peut-être qu'on aimerait que quand il a des mismatchs, il les enfonce un peu plus. On aimerait un peu plus de domination intérieure, on va dire ça, mais comme tu l'as dit, Amine, par exemple, il est très bon sur short roll, il est très bon en face-up pour distribuer, il est quand même, en attaque, il a une certaine valeur, mais il a ce certain plafond, tout en étant, clairement, en tout cas chez Dunk Hebdo, chez chacun des intervenants de l'équipe, il est clairement là, ce qui fait qu'il y a un cap en termes de points, il est 16e, mais il est bel et bien 16e, il est bien ancré dans cette fin de classement du DH20, et il a un profil un peu différent des autres, malgré tout. Amine, je vois que tu veux rajouter quelque chose ? Oui, en fait, j'aimerais juste préciser, même si je pense que ça va, c'est juste, en fait, ce que j'ai voulu valoriser, c'est l'excellence défensive. C'est-à-dire que pour moi, à un moment donné, c'est justement, je vais rarement placer un défenseur aussi haut, mais je pense qu'à certains niveaux d'excellence, on peut se permettre de placer devant certains initiateurs. C'est là où j'ai voulu aller. C'est peut-être une question, justement, de vouloir mettre en place cette philosophie. Alors, ils sont pas beaucoup, justement, à pouvoir passer ce gap. Je pense que c'était le seul justement que je pouvais incorporer là-dedans. Si je réfléchis un petit peu en termes de défense de manière très très globale et de défense de ce que tu apportes en défense dans une équipe, je pense qu'il est dans mon top 2 des défenseurs de la NBA justement. Et c'est pour ça en fait qu'aujourd'hui j'arrive à le classer. Justement, je me dis une importance aussi grande d'un point de vue défensif pour son équipe, qu'il a quand même mené 2 fois en finale NBA, mine de rien. Ça peut valoir justement certains initiateurs primaires justement qui sont des premières options d'équipe mais qui n'ont pas encore passé ce gap peut-être au niveau offensif. Je vais pas le placer devant Stephen Curry ou Luka Doncic, mais je vais pas citer le nom devant qui je l'ai placé, mais pour moi ça peut se discuter. Voilà. Oui, non, mais c'est vrai qu'il y a toute cette question de la pondération. On en avait un peu parlé dans l'épisode précédent. J'ai la même chose que toi. Pour nous redonner la parole, Gabin, notamment, je t'ai vu hocher la tête. Mais de pondération, de comment on classe des secondes options de tiers élite, notamment de par la défense, Amine, mais pas seulement. Voilà, on a fait un peu le tour du profil du Bam Adebayo en 2023 par rapport à des initiateurs, certes, mais des initiateurs de 2e, 3e, 4e rang NBA selon comment on veut poser des tirs. C'est vrai que c'est une vraie question qui se pose. On décide souvent, en tout cas c'est une règle qui a l'air de se répéter dans le DH20, en tout cas chez les intervenants du podcast, de mettre les secondes options, de quand même leur accorder une certaine importance dans ce tir-là, qui est un tir un peu particulier comme on l'a déjà dit. Gabin, si tu voulais ajouter quelque chose.
Mais c'est exactement ce que tu as dit. En fait, il est très amusant à analyser le cas Bam Adebayo parce que je pense qu'on a tous le même jugement du joueur. On est tous conscients que c'est un défenseur élite et on lui trouve tous d'énormes qualités. Et après, ça dépend en fait de ce que tu as dit, Adrien, de quoi, qu'est-ce que tu priorises, qu'est-ce que tu pondères comme critère. Et c'est là où on va pas être d'accord parce que je peux pas te rejoindre. Pour moi, une première option d'une équipe qui va loin, c'est forcément plus valorisante que un excellent défenseur. Voilà, après, c'est comment tu juges le jeu. Et comment Mais tu c'est qualifies une amusant de équipe qui regarder va ça. loin? Les Ça, la Cavs vraie n'ont question. pas été très loin cette année. Alors, Et on Grizzlies commence non à- plus. Ah, on commence à voir des balles perdues qui arrivent. Et justement, bah, tiens, ça fait parfaitement la transition. Et en plus, on va bien respecter comme ça le timing. On salue Ben qui sera bien content. Ça fait parfaitement la transition. Pour récapituler tout d'abord ce tiers, on va voir comment on va appeler le titre de ce podcast. Je suis assez curieux de voir quel sera Les billets. quel sera le résultat de la rédaction. Mais effectivement, on a toutes ces secondes options, ce dé Aaron Fox. Donc je rappelle le classement, la fin de classement du DH20, donc 20e d'Aaron Fox, on en a parlé, donc initiateur d'une équipe qui allait en play-off, la meilleure attaque de la Ligue Gabin, et ensuite des secondes options, 19e Paul George, 18e Jaylen Brown, 17e James Harden, 16e Bam Adebayo, et justement on l'a évoqué, ça a été un sujet pendant ce podcast, en plus des biais, mon cher Amine, ça a été cette histoire d'initiation. Et ce sera le sujet du prochain épisode. Il va y avoir une bataille avec des initiateurs. Préparez-vous, je vois que Constant se prépare et dans les starting clubs, c'est déjà en train de s'échauffer. Il y a un joueur qu'il aime bien, qu'il connaît bien en plus. On a déjà cité quelques noms, on n'a pas cité les places. C'est bien, on a réussi à pas trop spoiler. On est parti pour un mois complet de DH20 chez Nuck Hebdo. Si vous nous découvrez, n'hésitez surtout pas à les prendre dans l'ordre, parce que forcément, au fur et à mesure, le classement va se dévoiler. Vous êtes les bienvenus un peu partout, comme toujours. Les plateformes de podcast sur YouTube où on essaye d'amener de la plus-value d'ailleurs cette année avec quelques animations concoctées notamment par Ben, vous allez voir tout ça. Donc vous êtes les bienvenus sur YouTube, n'hésitez pas à échanger avec nous, sur Twitter également qui gardera son nom ad vitam aeternam. N'hésitez pas à venir nous en parler et puis merci d'être toujours aussi nombreux et nombreuses à nous retrouver chaque saison, à nous suivre sur ce mois de DH20 qui va continuer de s'enchaîner, bah, d'ailleurs, et sans me gêner. S'enjailler et s'enchaîner. Ouais. Exactement, on était un peu entre les deux, qui va continuer donc de s'enchaîner. Merci de nous avoir écoutés pour cet épisode numéro 2 du DH20 2023. Et on se dit à très vite. Salut. Salut.